de Prosper Mérimée. Je descendais le dernier coteau du Canigou et, bien que le soleil fût déjà couché, je distinguai dans la plaine les maisons de la petite ville d'Île vers laquelle je me dirigeais. Vous savez, dis-je au Catalan qui me servait de guide depuis la veille, vous savez sans doute où demeure monsieur de Péréorade. Si je le sais, s'écria-t-il, je connais sa maison comme la mienne. Et s'il ne se faisait pas si noir, je vous la montrerai. C'est la plus belle d'île. Il a de l'argent, oui, monsieur de Péréorade, et il marie son fils à plus riche que lui encore. Et ce mariage se fera-t-il bientôt lui demandai-je. Bientôt? Il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce. Ce soir, peut-être, demain, après-demain, que sais-je? C'est à Puy-Garrigue que ça se fera, car c'est mademoiselle de Puy-Garrigue que monsieur le fils épouse. Ce sera beau, oui. J'étais recommandée à monsieur de Péréorade par mon ami monsieur de P. C'était, m'avait-il dit, un antiquaire fort instruit et d'une complaisance à toute épreuve. Il se ferait un plaisir de me montrer toutes les ruines à 10 lieues à la ronde. Or, je comptais sur lui pour visiter les environs d'Île, que je savais riches en monuments antiques et du Moyen-Âge. Ce mariage, dont on me parlait alors pour la première fois, dérangeait tous mes plans. Je vais être un trouble fête, me dis-je, mais j'étais attendue, annoncée par monsieur de P. Il fallait bien me présenter. Gageons, monsieur, me dit mon guide. Comme nous étions déjà dans la plaine, gageons un cigare que je devine ce que vous allez faire chez monsieur de Péréorade. Mais, répondis-je en lui tendant un cigare, cela n'est pas bien difficile à deviner, alors qu'il est quand on a fait 6 lieues dans le Canigou, la grande affaire, c'est de souper. Oui, mais demain. Tenez, je parierais que vous venez à Île pour voir l'idole. J'ai deviné cela à vous voir tirer en portrait les saints de Serrabona. L'idole? Quelle idole? Ce mot avait excité ma curiosité. Comment? On ne vous a pas conté à Perpignan comment monsieur de Péréorade avait trouvé une idole en terre? Vous voulez dire une statue en terre cuite, en argile? Non, pas. Oui, bien en cuir. Et il y en a de quoi faire des gros sous. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. C'est bien avant dans la terre, au pied d'un olivier, que nous l'avons eue. Vous étiez donc présent à la découverte? Oui, monsieur. Monsieur de Préorade nous a dit, il y a 15 jours, à Jean Col et à moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé de l'année dernière, car elle a été bien mauvaise, comme vous savez. Voilà donc qu'en travaillant, Jean Col, qui y allait de tout cœur, il donne un coup de pioche et j'entends PAM! Comme s'il avait attrapé une pioche, une cloche. Qu'est-ce que c'était que je dis? Nous piochons toujours, nous piochons, et voilà qu'il paraît une main noire qui semblait la main d'un mort qui sortait de terre. Moi, la peur me prend. Je m'en vais à monsieur et je lui dis « Des morts, notre merde, qui sont sous l'olivier, faut appeler le curé. » Quelle mort qu'il me dit. Il vient, il n'a pas plutôt vu la main qu'il s'écrie « Un antique, un antique! Vous auriez cru qu'il avait trouvé un trésor. » Et le voilà avec la pioche, avec les mains qui se démènent et qui faisaient quasiment autant d'ouvrage que nous deux. Et enfin, que trouvâtes-vous? Une grande femme noire, plus qu'à moitié nue, référence gardée. Monsieur,
tout en cuivre, et Monsieur de Péréorade nous a dit que c'était une idole du temps des païens, du temps de Charlemagne, quoi. Je vois ce que c'est. Quelques bonnes vierges en bronze d'un couvent détruit. Une bonne vierge? Ah bien oui, je l'aurais bien reconnue si ça avait été une bonne vierge. C'était une idole, vous dis-je. On le voit bien à son air. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs. On dirait qu'elle vous dévisage. Elle baisse les yeux, oui, en la regardant. Des yeux blancs? Bon, sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce sera peut-être quelque statue romaine. Romaine? C'est cela! Monsieur de Péréorade dit que c'est une romaine. Ah, je vois bien que vous êtes un savant comme lui. Est-elle entière? Bien conservée? Oh, monsieur, il ne lui manque rien. C'est encore plus beau et mieux fini que le buste de Louis-Philippe, qui est à la mairie en plâtre plat. Mais avec tout cela, la figure de cette idole ne me revient pas. Elle a l'air méchante. Et elle l'est aussi. Méchante! Quelle méchanceté vous a-t-elle faite? Pas à moi précisément, mais vous allez voir. Nous nous étions mis à 4 pour la dresser debout, et Monsieur de Péréorade, qui lui aussi tirait à la corde, bien qu'il n'ait guère plus de force qu'un poulet, le digne homme, avec bien de la peine nous la mettons droite. J'amassai un tuyau pour la caler, quand patatras! La voilà qui tombe à la renverse tout d'une masse. Je dis garde dessous, pas assez vite pourtant, car Jean-Col n'a pas eu le temps de tirer sa jambe. Et il a été blessé, cassé net comme un échalas. Sa pauvre jambe, pécaïr, quand j'ai vu cela, moi j'étais furieux. Je voulais défoncer l'idole à coups de pioche. Mais Monsieur de Péréorade m'a retenu. Il m'a donné de l'argent à Jean-Col, qui tout de même est encore au lit depuis 15 jours. Que cela lui est arrivé, et le médecin dit qu'il ne marchera jamais de cette jambe-là comme de l'autre. C'est dommage, lui qui était notre meilleur coureur, et monsieur le fils, le plus malin joueur de paume. C'est que monsieur Alphonse de Péréorade en a été triste, car c'est Col qui faisait sa partie. Voilà qui est beau à voir, comme il se renvoyait les balles, paf, paf, jamais elle ne touchait terre. Devisant de la sorte, nous entrâmes à Île, et je me trouvai bientôt en présence de Monsieur de Péréorade. C'était un petit vieillard vert encore et dispos, poudré, le nez rouge, l'air jovial, goguenard. Avant d'avoir ouvert la lettre de Monsieur de P, mon ami, il m'avait installé devant une table bien servie et m'avait présenté à sa femme et à son fils comme un archéologue illustre qui devait tirer le roussillon de l'oubli ou le laisser l'indifférence des savants. Tout en mangeant de bon appétit, car rien ne dispose mieux que l'air vif des montagnes, j'examinais mes hôtes. J'ai dit un mot de Monsieur de Péréorade. Je dois ajouter que c'était la vivacité même. Il parlait, il mangeait, se levait, courait à sa bibliothèque, m'apportait des livres, me montrait des estampes, me versait à boire. Il n'était jamais 2 minutes en repos. Sa femme, un peu trop grasse comme la plupart des Catalanes lorsqu'elles ont passé 40 ans, me parut une provinciale renforcée, uniquement occupée des soins de son ménage. Bien que le souper fût suffisamment pour 6 personnes au moins, elle courut à la cuisine, fit tuer des pigeons, frire des milias,
ouvrit je ne sais combien de pots de confiture, et en un instant la table fut encombrée de plats et de bouteilles, et je serais certainement morte d'indigestion si j'avais goûté seulement à tout ce qu'on m'offrait. Cependant, à chaque plat que je refusais, c'étaient des nouvelles excuses. On craignait que je me trouvasse bien mal à Île. Dans la province, on a si peu de ressources et les Parisiens sont si difficiles. Au milieu des allées et venues de ses parents, Monsieur Alphonse de Péréorade ne bougeait pas plus qu'un terme. C'était un grand jeune homme de 26 ans, d'une physionomie belle et régulière, mais manquant d'expression. Sa taille et ses formes athlétiques justifiaient bien la réputation d'infatigable joueur de paume qu'on lui faisait dans le pays. Il était ce soir-là habillé avec élégance, exactement d'après la gravure du dernier numéro du journal des modes. Mais il me semblait gêné dans ses vêtements. Il était roide, comme un piquet, dans son collant de velours, et ne se tournait que tout d'une pièce. Ses mains grosses et hâlées, ses ongles courts, contrastaient singulièrement avec son costume. C'étaient des mains de laboureur sortant des manches d'un dandy. D'ailleurs, bien qu'il me considérât de la tête aux pieds fort curieusement en ma qualité de Parisien, il ne m'adressa qu'une seule fois la parole dans toute la soirée. Ce fut pour me demander où j'avais acheté la chaîne de ma montre. « Ah ça, mon cher hôte, me dit monsieur de Péréorade, le souper tirant à sa fin. Vous m'appartenez, vous êtes chez moi, je ne vous lâche plus, sinon, quand vous aurez bu tout ce que nous avons de curieux dans nos montagnes, il faut que vous appreniez à connaître notre Roussillon et que vous lui rendiez justice. Vous ne vous doutez pas de tout ce que nous allons voir, nous allons montrer. Monuments phéniciens, celtiques, romains, arabes, byzantins, vous verrez tout depuis le Cèdre jusqu'à l'Hysope. Je vous mènerai partout et ne vous ferai pas grâce d'une brique. » Un accès de toux l'obligea de s'arrêter. J'en profitai pour lui dire que je serais désolée de le déranger dans une circonstance aussi intéressante pour sa famille. S'il voulait bien me donner ses excellents conseils sur les excursions que j'aurais à faire, je pourrais, sans qu'il prît la peine de m'accompagner. « Ah, vous voulez parler du mariage de ce garçon-là » s'écria-t-il en m'importunant. « Bagatelle, ce sera fait après-demain. Vous ferez la noce avec nous en famille, car la future est en deuil d'une tante dont elle hérite. Ainsi, point de fête, point de bal, c'est dommage, vous auriez vu danser vos catalanes. Elles sont jolies, et peut-être l'envie vous aurait-elle pris d'imiter mon Alphonse. Un mariage, dit-on, en amène d'autres. Samedi, les jeunes gens mariés, je suis libre, et nous nous mettons en course. Je vous demande pardon de vous donner l'ennui d'une noce de province. Pour un Parisien blasé sur les fêtes et une noce sans balle encore, pourtant vous verrez une mariée, vous m'en direz des nouvelles. Mais vous êtes un homme grave et vous ne regardez plus les femmes. J'ai mieux que cela à vous montrer. Je vous ferai voir quelque chose. Je vous réserve une fière surprise pour demain. Mon Dieu, lui dis-je, il est difficile d'avoir un trésor dans sa maison sans que le public ensuite en soit instruit. Je crois deviner la surprise que vous me préparez. Mais si c'est de votre statue qu'il s'agit, la description que mon guide m'en a faite n'a servi qu'à exciter ma curiosité et à me disposer à l'admiration. Ah, il vous a parlé de l'idole, car c'est ainsi qu'il l'appelle, ma belle Vénus Mais je ne veux rien vous dire. Demain, au grand jour, vous la verrez et vous me direz si j'ai raison de la croire un chef-d'œuvre. Parbleu, vous ne pouviez arriver plus à propos. Il y a des inscriptions que moi, pauvre ignorant, j'explique à ma manière,
mais un savant de Paris. Vous vous moquerez peut-être de mon interprétation, car j'ai fait un mémoire, moi qui parle, vieil antiquaire de Provence, je me suis lancé, je veux faire gémir la presse. Si vous vouliez bien me lire et me corriger, je pourrais espérer, par exemple, je suis bien curieux de savoir comment vous traduisez cette inscription sur le socle. Kawe. Mais je ne veux rien vous demander encore. À demain, pas un mot sur la Vénus aujourd'hui. Tu as raison, Péréorade, dit sa femme, de laisser là ton idole. Tu devrais voir que tu empêches monsieur de manger. Va, monsieur a vu à Paris de bien plus belles statues que la tienne. Aux Tuileries, il y en a des douzaines, et en bronze en plus. Voilà bien de l'ignorance, la sainte ignorance de la province, interrompit monsieur de Péréorade. Comparez un antique admirable aux plates figures de Cousteau. Comme avec irrévérence parle des dieux ma ménagère. Savez-vous que ma femme voulait que je fondisse ma statue pour en faire une cloche à notre église. C'est elle qui en a eu la marraine. Un chef-d'œuvre de Miron, monsieur. Chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre qu'elle a fait. Casser la jambe d'un homme. Ma femme, vois-tu, dit monsieur de Pérorade, d'un ton résolu, et tendant vers elle sa jambe droite dans un bas de soie chinée, si ma Vénus m'avait cassé cette jambe-là, je ne la regretterais pas. Bon Dieu, Péréorade, comment peux-tu dire cela? Heureusement que l'homme va mieux. Et encore, je ne peux pas prendre sur moi de regarder la statue qui fait des malheurs comme celui-là. Pauvre Jean Col. Blessé par Vénus, monsieur, dit monsieur de Péréorade, riant d'un gros rire, blessé par Vénus. Le maraud se plaint. Veneris nec pranami noris. Qui n'a été blessé par Vénus? Monsieur Alphonse, qui comprenait le français mieux que le latin, cligna de l'œil d'un air d'intelligence et me regarda pour me demander: Et vous, Parisiens, comprenez-vous? Le souper fini, il y avait 1 heure que je ne mangeais plus. J'étais fatiguée et je ne pouvais parvenir à cacher les fréquents bâillements qui m'échappaient. Madame de Péréorade s'en aperçut la première et remarqua qu'il était temps d'aller dormir. Alors commencèrent de nouvelles excuses sur le gîte, le mauvais gîte que j'allais avoir. Je ne serais pas comme à Paris, en province, on est si mal, il fallait de l'indulgence pour les Rossillonnais. J'avais beau protester qu'avec une course dans les montagnes, une botte de paille me serait un coucher délicieux, on me mépriserait toujours de pardonner à de pauvres campagnards s'ils me maltraitaient aussi bien qu'ils l'eussent désiré. Je montai enfin à la chambre qui m'était destinée, accompagnée de monsieur de Péréorade. L'escalier, dont les marches supérieures étaient en bois, aboutissait au milieu d'un corridor sur lequel donnaient plusieurs chambres. À droite, me dit mon hôte, c'est l'appartement que je destine à la future Madame Alphonse. Votre chambre est au bout du corridor opposé. Vous sentez bien, ajouta-t-il d'un air qu'il voulait rendre fin, vous sentez bien qu'il faut isoler de nouveaux mariés. Vous êtes à un bout de la maison, eux à l'autre. Nous entrâmes dans une chambre bien meublée, où le premier objet sur lequel je portai la vue fut un lit long de 7 pieds, large de 6, et si haut qu'il fallait un escabeau pour s'y grinder. Mon hôte m'ayant indiqué la position de la sonnette et s'étant assuré par lui-même que le sucrier était plein, les flacons d'eau de Cologne dûment placés sur la toilette, après m'avoir demandé plusieurs fois s'il ne me manquait rien, me souhaitait une bonne nuit et me laissa seule. Les fenêtres étaient fermées. Avant de me déshabiller, j'en ouvris une pour respirer l'air frais de la nuit, délicieux après un long souper. En face était le Canigou, d'un aspect admirable en tout point.
mais qui me parut ce soir-là la plus belle montagne du monde, éclairée qu'il était par une lune resplendissante. Je demeurai quelques minutes à contempler sa silhouette merveilleuse. Et j'allais fermer ma fenêtre lorsque, baissant les yeux, j'aperçus la statue sur un piédestal à une vingtaine de toises de la maison. Elle était placée à un angle d'une haie qui séparait un petit jardin d'un vaste carré parfaitement uni, qui, je l'appris plus tard, était le jeu de paume de la ville. Ce terrain, propriété de M. de Péréorade, avait été cédé par lui, par la commune, sur les présentes sollicitations de son fils. À la distance où j'étais, il m'était difficile de distinguer l'attitude de la statue. Je ne pouvais jurer que de sa hauteur, qui me parut de 6 pieds environ. En ce moment, 2 polissons de la ville passaient sur le jeu de paume. Après, assez près de la haie, sifflant le joli air du Roussillon, montagne régalade. Ils s'arrêtèrent pour regarder la statue. Un d'eux l'apostropha même à haute voix. Il parlait catalan, mais j'étais dans le Roussillon depuis assez longtemps pour pouvoir comprendre à peu près ce qu'il disait. « Te voilà donc, coquine !» Le terme catalan était plus énergique. « Te voilà !» disait-il. « C'est donc toi qui as cassé la jambe à Jean Col. Si tu étais à moi, je te casserais le cou. » Bah, avec quoi dit l'autre. Elle est de cuir, et si dure qu'Étienne a cassé la lime dessus, essayant de l'entamer. C'est du cuivre, du temps des païens, c'est plus dur que je ne sais quoi. Si j'avais mon ciseau à froid, il paraît que c'était un apprenti serrurier, je lui ferais bientôt sauter les grands yeux blancs, comme je tirerais une amande de sa coquille. Il y a plus de 100 sous d'argent. Ils firent quelques pas en s'éloignant. Il faut que je souhaite le bonsoir à l'idole, dit le plus grand des apprentis, s'arrêtant tout à coup. Il se baissa et probablement ramassa une pierre. Je le vis déployer le bras, lancer quelque chose et aussitôt un coup sonore retentit sur le bronze. Bam! Et au même instant, l'apprenti porta la main à sa tête en poussant un cri de douleur. « Elle me l'a rejeté !» s'écria-t-il. Et mes 2 polissons prirent la fuite à toutes jambes. Il était évident que la pierre avait rebondi sur le métal et avait puni ce drôle de l'outrage qu'il avait fait à la déesse. Je fermai la fenêtre en riant de bon cœur. Encore un vandale puni par Vénus. Puissent tous les destructeurs de nos vieux monuments avoir ainsi la tête cassée. Sur ce souhait charitable, je m'endormis. Il était grand jour quand je me réveillai. Auprès de mon lit était d'un côté M. de Péréorade en robe de chambre, de l'autre un domestique envoyé par sa femme une tasse de chocolat à la main. « Allons, debout, Parisiens ! Voilà bien mes paresseux de la capitale, disait mon hôte que je m'habillais à la hâte. Il est 8 heures, et encore au lit, je suis levé, moi, depuis 6 heures. Voilà 3 fois que je monte. Je me suis approché de votre porte, sur la pointe des pieds. Personne, nul signe de vie. Cela vous fera mal de trop dormir à votre âge, et ma Vénus que vous n'avez pas encore vue. Allons, prenez-moi vite cette tasse de chocolat de Barcelone, vraie contrebande, du chocolat comme on n'en a pas à Paris. Prenez des forces, car lorsque vous serez devant ma Vénus, on ne pourra plus vous en arracher. En 5 minutes, je fus prêt, c'est-à-dire à moitié rasé, mal boutonné et brûlé par le chocolat que j'avais avalé brûlant. Je descendis dans le jardin et me trouvai devant une admirable statue. C'était bien une Vénus, et d'une merveilleuse beauté. Elle avait le haut du corps nu, comme les anciens représentaient d'ordinaire les grandes divinités. La main droite levée à la hauteur du sein était tournée, la paume en dedans,
le pouce et les 2 premiers doigts étendus, les 2 autres légèrement ployés, l'autre main, rapprochée de la hanche, soutenait la draperie qui couvrait la partie inférieure du corps. L'attitude de cette statue rappelait celle du joueur de Moore, qu'on désigne, je ne sais trop pourquoi, sous le nom de Germanicus. Peut-être avait-on voulu représenter la déesse jouant au jeu de Moore. Quoi qu'il en soit, il est impossible de voir quelque chose de plus parfait que le corps de cette Vénus. Rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours, rien de plus élégant, rien de plus noble que sa draperie. Je m'attendais à quelque ouvrage du bas empire, je voyais un chef-d'œuvre du meilleur temps de la statuaire. Ce qui me frappait surtout, c'était l'exquise vérité des formes, en sorte qu'on aurait pu les croire moulées sur nature si la nature produisait d'aussi parfaits modèles. La chevelure relevée sur le front paraissait avoir été dorée autrefois. La tête, petite comme celle de presque toutes les statues grecques, était légèrement inclinée en avant. Quant à la figure, jamais je ne parviendrai à exprimer son caractère étrange, et dont le type ne se rapprochait de celui d'aucune statue antique dont il me souvienne. Ce n'était point cette beauté calme et sévère des sculpteurs grecs, qui, par système, donnaient à tous les traits une majestueuse immobilité. Ici, au contraire, j'observais avec surprise l'intention marquée de l'artiste de la rendre malice, arrivant jusqu'à la méchanceté. Tous les traits étaient contractés légèrement, les yeux un peu obliques, la bouche relevée, les coins, les narines un peu gonflées. Dédain, ironie, cruauté se lisaient sur ce visage d'une incroyable beauté cependant. En vérité, plus on regardait cette admirable statue, et plus on éprouvait le sentiment pénible qu'une si merveilleuse beauté pût s'allier à l'absence de toute sensibilité. Si le modèle a jamais existé, dis-je à M. de Péréorade, et je doute que le ciel ait jamais produit une telle femme, que je plains ses amants, elle a dû se complaire à les faire mourir de désespoir. Il y a dans son expression quelque chose de féroce, et pourtant je n'ai jamais rien vu de si beau. C'est Vénus tout entière, à sa proie attachée, s'écria M. de Péréorade, satisfait de mon enthousiasme. Cette expression d'ironie infernale était augmentée peut-être par le contraste de ses yeux incrustés d'argent et très brillants avec la patine d'un vert noirâtre que le temps savait donner à toute la statue. Ses yeux brillants produisaient une certaine illusion qui rappelait la réalité, la vie. Je me souvins de ce que m'avait dit mon guide, qu'elle faisait baisser les yeux à ceux qui la regardaient. Cela était presque vrai. Et je ne pus me défendre d'un mouvement de colère contre moi-même en me sentant un peu mal à l'aise devant cette figure de bronze. Maintenant que vous avez tout admiré en détail, mon cher collègue en antiquaire, dit mon hôte, ouvrons, s'il vous plaît, une conférence scientifique. Que dites-vous de cette inscription à laquelle vous n'avez point pris garde encore? Il me montrait le socle de la statue et j'y lus ces mots: Cave amentum. Quid civis, doctissime? Me demanda-t-il en se frottant les mains. Voyons si nous nous rencontrons sur le sens de ce cave amentem. Mais, répondis-je, il y a 2 sens, on peut traduire. Prends garde à celui qui t'aime, défends-toi de tes amants. Mais, dans ce sens, je ne sais si cave amentem serait une bonne latinité. En voyant l'expression diabolique de la dame, je croirais plutôt que l'artiste a voulu mettre en garde le spectateur contre cette terrible beauté. Je traduirais donc « Prends garde à toi si elle t'aime ». Dit M. de Péréorade. Oui, c'est un sens admirable. Mais ne vous en déplaise, je préfère la première traduction que je développerai pourtant. Vous connaissez l'amant de Vénus? Il y en a plusieurs. Oui, mais le premier, c'est Vulcain.
N'a-t-on pas voulu dire, malgré toute ta beauté, ton air dédaigneux, tu auras un forgeron, un vilain boiteux pour amant. Leçon profonde, monsieur les coquettes. Je ne pus m'empêcher de sourire tant l'explication me parut tirée par les cheveux. C'est une terrible langue que le latin avec sa concision, observai-je pour éviter de contredire formellement mon antiquaire, et je reculai de quelques pas afin de mieux contempler la statue. Un instant, collègue, dit M. de Pérorat en m'arrêtant par le bras. Vous n'avez pas tout vu. Il y a encore une autre inscription. Montez sur le socle et regardez au bras droit. En parlant ainsi, il m'aidait à monter. Je m'accrochai sans trop de façon au cou de la Vénus avec laquelle je commençais à me familiariser. Je la regardai même un instant sous le nez et la trouvai de près encore plus méchante et encore plus belle. Puis je reconnus qu'il y avait gravé sur le bras quelques caractères d'écriture cursive, antiques à ce qu'il me sembla. À grand renfort de besicles, j'épelai ce qui suit, et cependant M. de Pérorade répétait chaque mot à mesure que je le prononçais, approuvant du geste et de la voix. Je lus donc. Weneri, Wenril, Wentris, Miro, Imperio, Fekit. Après ce mot tourboule de la première ligne, il me sembla qu'il y avait quelques lettres effacées. Mais tourboule était parfaitement lisible. Ce qui veut dire, me demanda mon hôte radieux et souriant avec malice, car il pensait bien que je me tirais pas facilement de ce tourboule. Il y a un mot que je ne m'explique pas encore, lui dis-je. Tout le reste est facile. Antiquès Mirona fait cette offrande à Vénus par son ordre. À merveille, mais Tourboule, qu'en faites-vous? Tourbille, Tourboule, Tourvoule. Tourvoule m'embarrassa fort. Je cherche en vain quelques épithètes connues de Vénus qui puissent m'aider. Voyons, que diriez-vous de Turbulenta? Vénus qui trouble, qui agite. Vous vous apercevez que je suis toujours préoccupée de son expression méchante. Turbulenta, ce n'est point trop mauvaise épithète pour Vénus, ajoutai-je d'un ton modeste, car je n'étais pas moi-même fort satisfait de mon explication. Vénus turbulente, Vénus la tapageuse. Ah, vous croyez donc que ma Vénus est une Vénus de cabaret? Point du tout, monsieur, c'est une Vénus de bonne compagnie. Mais je vais vous expliquer ça, Tourboule. Au moins vous me promettez de ne point divulguer ma découverte avant l'impression de mon mémoire. C'est que, voyez-vous, je m'en fais gloire de cette trouvaille-là, il faut bien que vous nous laissiez quelques épis à glaner à nous autres diables des provinciaux. Vous êtes si riches, messieurs les savants de Paris. Du haut du piédestal, où j'étais toujours perché, je lui promis solennellement que je n'aurais jamais l'indignité de lui voler ses découvertes. Tourvoule, monsieur, dit-il en se rapprochant et en baissant la voix de peur qu'un autre que moi ne pût l'entendre, disait Tourboule Nerae. Je ne comprends pas davantage. Écoutez bien. À un lieu d'ici, au pied de la montagne, il y a un village qui s'appelle Bulterner. C'est une corruption du mot latin turbulnera. Rien de plus commun que ces inversions. Bulteren. Monsieur a été une ville romaine. Je m'en étais toujours douté, mais jamais je n'en avais eu la preuve. La preuve, la voilà. Cette Vénus était la divinité topique de la cité de Bulteren. Et ce mot de Bulteren que je viens de démontrer d'origine antique prouve une chose bien plus curieuse, c'est que Bulteren, avant d'être une ville romaine, a été une ville phénicienne. Il s'arrêta un moment pour respirer et jouir de ma surprise. Je parvins à réprimer une forte envie de rire. En effet, poursuit-il,
Turbulmerina est pur phénicien, tour, prononcé tour et sourd, et même mot, n'est-ce pas, sourd est le mot phénicien de tir, je n'ai pas besoin de vous en rappeler le sens. Boule, c'est balle, belle, boule, légère différence de prononciation, quant à Nera, cela me mène un peu de peine, je me tentais de croire, faute de trouver un mot phénicien, que cela vient du grec finos, humide, marécageux, ce serait donc un mot hybride pour justifier hymnos. Je vous montrerai à boule terraine comment les ruisseaux de la montagne y forment des mares infectes. D'autre part, la terminaison nera aurait pu être ajustée ou ajoutée beaucoup plus tard en l'honneur de Nera Piuesuvia, femme de Tétrécus, laquelle aurait quelque bien à la cité de Turbule. Mais à cause des mares, je préfère l'étymologie Tirbus. Il prit une prise de tabac d'un air satisfait. Mais laissons les Phéniciens et revenons à l'inscription. Je traduis donc à Vénus de Boulterne, Miron dédie par son ordre à cette statue son ouvrage. Je me gardais bien de critiquer son étymologie, mais je voulus à mon tour faire preuve de pénétration et je lui dis « Halte là, monsieur Miron a consacré quelque chose, mais je ne veux nullement que ce soit cette statue. »« Comment ?» s'écria-t-il. Miron n'était-il pas un fameux sculpteur grec? Le talent ne se sera pas perpétué dans sa famille. C'est un de ses descendants qui aura fait cette statue alors. Il n'y a rien de plus sûr. Mais, répliquai-je, je vois sur le bras un petit trou. Je pense qu'il a servi à fixer quelque chose, un bracelet par exemple, que ce soit Miron qu'il donna à Vénus en offrande, par exemple. Miron était un amant malheureux, Vénus était irritée contre lui, il l'apaisa en lui consacrant un bracelet d'or. Remarquez que ce fille se prend fort souvent pour qu'on se crava. Cessez sont des termes synonymes. Je vous en montrerai plus d'un exemplaire si j'avais sous la main Grotter ou bien Aurélie. Il est naturel qu'un amoureux voit Vénus en rêve, qu'il s'imagine qu'il commande de donner un bracelet d'or à sa statue. Miron lui consacra un bracelet, puis les barbares ou bien quelques voleurs sacrilèges. Ah, qu'on voit bien que vous avez fait des romans, s'écria mon hôte en m'en donnant la main pour descendre. Non, monsieur, c'est un ouvrage de l'école de Miron. Regardez seulement le travail, et vous en conviendrez. Mettant fait une loi de ne jamais contredire à outrance les antiquaires entêtés, je baissai la tête d'un air convaincu en disant « C'est un admirable morceau ». Ah, mon Dieu, s'écria M. de Péréorade, encore un trait de vandalisme. On aura jeté une pierre à ma statue. Il venait d'apercevoir une marque blanche à peu près au-dessus du sein de la Vénus. Je remarquai une trace semblable sur les doigts de la main droite, qui, je le supposais, alors, avait été touchée dans le trajet de la pierre, ou bien un fragment s'en était détaché par le choc et avait ricoché sur la main. Je contai à mon hôte l'insulte dont j'avais été témoin et la prompte punition qui s'en était suivie. Il en rit beaucoup. Et, comparant à l'apprenti à Diomède, il lui suffit de voir, comme le héros grec, tous ses compagnons changés en oiseaux blancs. La cloche du déjeuner interrompit. Ding dong, ding dong. Cet entretien classique, et de même que la veille, je fus obligé de manger comme 4. Puis vinrent des fermiers de M. de Péréorade, et pendant qu'il leur donnait audience, son fils me mena voir une calèche qu'il avait achetée à Toulouse pour sa fiancée que j'admirais. Cela va sans dire. Ensuite, j'entrai avec lui dans l'écurie où il me tint une demi-heure à me vanter ses chevaux et à me faire leur généalogie, à me compter les prix qu'il avait gagnés aux courses du département. Enfin, il en vint à me parler de sa future par la transition d'une jument grise qui lui destinait.
Nous la verrons aujourd'hui, dit-il. Gênes, je ne sais si vous la trouverez jolie, vous êtes difficile à Paris, mais tout le monde ici et là à Perpignan la trouve charmante. Le bon, c'est qu'elle est fort riche. Satan de Pradesluy a laissé son bien. Oh, je vais être fort heureux. Je fus profondément choqué de voir un jeune homme paraître plus touché de la dot que des beaux yeux de sa future épouse. Vous vous connaissez en bijoux, poursuivit monsieur Alphonse. Comment trouvez-vous ceci? Voici l'anneau que je lui donnerai demain. En parlant ainsi, il tirait de la première phalange de son petit doigt une grosse bague enrichie de diamants et formée de 2 mains entrelacées, allusion qui me parut infiniment poétique. Le travail en était ancien, mais je jugeais qu'on l'avait retouché pour en chasser les diamants. Dans l'intérieur de la bague se lisaient ces mots en lettres gothiques « Somprati », c'est-à-dire « toujours avec toi ». C'est une jolie bague, lui dis-je, mais ces diamants ajoutés lui ont fait perdre un peu de son caractère. Oh, elle est bien plus belle comme cela, répondit-il en souriant. Il y a pour 1200 de diamants, 1200 francs de diamants. C'est ma mère qui me l'a donnée. C'est une bague de famille très ancienne, du temps de la chevalerie. Elle avait servi à ma grand-mère, qui la tenait de la sienne. Dieu sait quand cela a été fait. L'usage à Paris, lui dis-je, est de donner un anneau tout simple, ordinairement composé de 2 métaux différents, comme de l'or et du platine. Tenez cette autre bague que vous avez à ce doigt que je vois. Serait fort convenable. Celle-ci, avec ses diamants et avec ses mains en relief, est si grosse qu'on ne pourrait mettre un gant par-dessus. Oh, Madame Alphonse s'arrangera comme elle voudra. Je crois qu'elle sera toujours bien contente de l'avoir. 1200 francs au doigt, c'est agréable. Cette petite bague-là, ajouta-t-il, en regardant d'un air de satisfaction l'anneau tout uni qu'il portait à la main, celle-là, c'est pour une femme de Paris qui me l'a donnée un jour de Mardi Gras. Ah, comme j'en suis donné quand j'étais à Paris il y a 2 ans, c'est là qu'on s'amuse. Et il soupira de regret. Nous devions dîner ce jour-là à Puy-Garrigue, puisque c'est à Puy-Garrigue que le mariage a lieu, chez les parents de la future. Nous montâmes en calèche, et nous nous rendîmes en château éloigné d'île d'environ d'1 lieue et demie. Je fus présentée et accueillie comme l'amie de la famille. Je ne parlerai pas du dîner, dit de la conversation qui s'ensuivit et laquelle je pris peu part. Monsieur Alphonse, placé à côté de sa future, lui disait un mot à l'oreille tous les quarts d'heure. Pour elle, elle ne levait guère les yeux et chaque fois que son prétendu lui parlait, elle rougissait avec modestie, mais lui répondait sans embarras. Mademoiselle de Puy-Garrigue avait 18 ans. Sa taille souple et délicate contrastait avec les formes osseuses de son robuste fiancé. Elle était non seulement belle mais séduisante. J'admirais le naturel parfait de toutes ses réponses, et son air de bonté, pourtant n'était pas exempt d'une légère teinte de malice, me rappela, malgré moi, la Vénus de mon hôte. Dans cette comparaison que je fis en moi-même, je me demandais si la supériorité de beauté qu'il fallait bien accorder à la statue ne tenait pas, en grande partie, à son expression de tigresse. Car l'énergie, même dans les mauvaises passions, excite toujours un étonnement et une espèce d'admiration involontaire. Quel dommage, me dis-je en quittant Puy-Garrigue, qu'une si aimable personne soit riche et que sa dot la lasse, recherchée par un homme indigne d'elle. En revenant à Île, et en ne sachant trop que dire à madame de Pérérade, à qui je croyais convenable d'adresser quelques paroles, « Vous êtes bien fort d'esprit en Roussillon, m'écriai-je. Comment, madame? Vous faites un mariage à vendredi?
À Paris, nous aurions plus de superstitions. Personne n'oserait prendre femme un tel jour. Mon Dieu, n'en parlez pas, me dit-elle, si cela n'avait dépendu que de moi. Certes, on eût choisi un autre jour, mais Péréorade l'a voulu et il a fallu lui céder. Cela me fait de la peine pourtant s'il fallait qu'arriver quelque malheur. Il faut bien qu'il y ait une raison, car enfin pourquoi tout le monde a-t-il peur du vendredi? Vendredi, s'écria son mari, c'est le jour de Vénus. Bonjour pour un mariage. Vous le voyez, mon cher collègue. Je ne pense qu'à ma Vénus, d'honneur. C'est à cause d'elle que j'ai choisi le vendredi. Demain. Si vous voulez, avant la noce, nous lui ferons un petit sacrifice. Nous lui sacrifierons 2 palombes, et si je savais où en trouver, peut-être de l'encens. Fi donc, Péréorade, interrompit sa femme, scandalisée au dernier point. Encenser une idole. Ce sera une abomination. Que diront de nous dans le pays? Au moins, dit monsieur de Péréorade, tu me permettras de lui mettre sur la tête une couronne de roses et de lys. Manibus dadis dadilia pedinis. Vous le voyez, monsieur, la Chartre est un vain mot. Nous n'avons pas la liberté des cultes. Les arrangements du lendemain furent réglés de la manière suivante. Tout le monde devait être prêt et en toilette à 10 heures précises. Le chocolat pris, on se rendrait en voiture à Puy-Garrigue, le mariage civil devait se faire à la mairie du village et la cérémonie religieuse dans la chapelle du château. Viendrait ensuite un déjeuner. Après un déjeuner, on passerait le temps comme on pourrait jusqu'à 7 heures. À 7 heures, on retournerait à Île, chez monsieur de Péréorade, où on devait souper les 2 familles réunies. Le reste s'ensuit naturellement, ne pouvant danser, on avait voulu manger le plus possible. Dès 8 heures, j'étais assis devant la Vénus, un crayon à la main, recommençant pour la 21e fois la tête de la Vénus, sans pouvoir parvenir à saisir l'expression. Monsieur de Péréorade allait et venait autour de moi, me donnait des conseils, me répétait ses étymologies phéniciennes, puis disposait des roses de Bengale sur le piédestal de la statue et d'un ton tragicomique lui adressait des vœux pour le couple qui allait vivre sous son toit. Vers 9 heures, il rentra pour songer à sa toilette et en même temps parut monsieur de Alphonse, bien serré dans un habit neuf, en gants blancs, souliers vernis, boutons ciselés, une rose à la boutonnière. Vous ferez le portrait de ma femme, me dit-il en se penchant sur mon dessin. Elle est jolie aussi. En ce moment commençait sur le jeu de paume dont j'ai parlé une partie qui, sur le champ, attira l'attention de monsieur Alphonse, et moi, fatigué et désespérant de rendre cette diabolique figure, je quittai bientôt mon dessin pour regarder les joueurs. Il y avait parmi eux quelques muletiers espagnols arrivés de la veille. C'étaient des Aragonais et des Navarrois, presque tous d'une adresse merveilleuse. Aussi, les Îlois, bien qu'encouragés par la présence et les conseils de monsieur Alphonse, furent-ils assez promptement battus par ces nouveaux champions. Les spectateurs nationaux étaient consternés. Monsieur Alphonse regarda sa montre. Il n'était pas encore 9h30. Sa mère n'était pas coiffée. Il n'hésita pas plus. Il ôta son habit, demanda une veste, défia les Espagnols. Je le regardai faire en souriant et un peu surpris. Il faut soutenir l'honneur de son pays, dit-il. Alors je le trouvai vraiment beau. Il était passionné. Sa toilette, qui l'occupait fort tout à l'heure, n'était plus pour lui. Quelques minutes avant, il eut craint de tourner la tête de peur de déranger sa cravate. Maintenant, il ne pensait plus à ses cheveux frisés, ni à son jabot, ni si bien placé. Et à sa fiancée. Ma foi, si cela eût été nécessaire, il aurait, je crois, fait ajourner le mariage.
Je le vis chausser à la hauteur par air une paire de sandales, retrousser ses manches et d'un air assuré se mettre à la tête du parti vaincu, comme César, ralliant ses soldats à Dyrrhachium. Je sautai la haie et me plaçai commodément à l'ombre d'un mi-colombier, de façon à bien voir les deux camps. Contre l'attente générale, Monsieur Alphonse manqua la première balle. Il est vrai qu'elle vint rasant la terre et lancée avec une force surprenante par un aragonais qui paraissait être le chef des Espagnols. C'est un homme d'une quarantaine d'années, sec et nerveux, haut de 6 pieds, et sa peau olivâtre avait une teinte presque foncée que le bronze, presque aussi foncée que le bronze de la Vénus. Monsieur Alphonse jeta sa raquette à terre, avec fureur. C'est cette maudite baque, s'écria-t-il, qui me serre le doigt, et me faut manquer une balle sûre. Il ôta sans grande peine sa bague de diamant. Je m'approchai pour la recevoir, mais il me prévint. Courut à la Vénus, lui passa la bague au doigt, annulaire, et reprit son poste à la tête des Îlois. Il était pâle, mais calme et résolu. Dès lors, il ne fit plus une seule faute, et les Espagnols furent battus complètement. Ce fut un beau spectacle que l'enthousiasme des spectateurs. Les uns poussaient 1000 cris de joie en jetant le bonnet en l'air, d'autres serraient la main, l'appelaient l'honneur du pays. S'il eût poussé une invasion, je doute qu'il eût reçu des félicitations plus vives et plus sincères. Le chagrin des vaincus ajoutait encore plus à l'éclat de sa victoire. Nous ferons d'autres parties, mon brave, dit-il à l'Aragonais d'un ton de supériorité. Mais je vous rendrai des points. J'aurais désiré que M. Alphonse fût plus modeste, et je fus presque peiné de l'humiliation de son rival. Le géant espagnol ressentit profondément cette insulte. Je le vis pâlir sous sa peau, basané, il regardait d'un air morne sa raquette en serrant les dents. Puis, d'une voix étouffée, il dit tout bas « Melo Paragosas ». La voix de Monsieur de Péréorade troubla le triomphe de son fils. Mon hôte, fort étonné de ne point le trouver président aux apprêts de la calèche neuve, le fut, bien plus encore, en le voyant tout en sueur, la raquette à la main. Monsieur Alphonse courut à la maison, se lava la main, sa figure et les mains, remit son habit neuf, ses souliers neufs, et 5 minutes après, nous étions en grand trot sur la route de Puy-Garrigue. Tous les joueurs de paume de la ville et grand nombre de spectateurs nous suivent avec de grands cris de joie. À peine les chevaux vigoureux qui nous traînaient pouvaient-ils maintenir leur avance sur ces intrépides Catalans. Nous étions à Puy-Garrigue et le cortège allait se mettre en marche pour la mairie. Lorsque Monsieur Alphonse, se frappant le front, me dit tout bas « Quelle brioche, j'ai oublié la bague, elle est au doigt de la Vénus, que le diable puisse m'emporter. Ne me dites pas à ma mère au moins, peut-être qu'elle ne s'en apercevra rien. Vous pourriez envoyer quelqu'un, lui dis-je. Bah, mon domestique est resté à Île. Cela, je ne m'y fie guère, 1200 francs de diamants. Cela pourrait en tenter plus d'un. D'ailleurs, que penserait-on d'ici de ma distraction? Il se moquerait trop de moi, il m'appellerait le mari de la statue, pourvu qu'on ne me la vole pas. Heureusement que l'idole fait peur à mes copains. Ils n'osent l'approcher à longueur de bras. Bah, ce n'est rien, j'ai une autre bague. Les 2 cérémonies civiles et religieuses s'accomplirent avec la pompe convenable et mademoiselle de Puy-Garrigue reçut l'anneau d'une modeste de Paris, sans se douter que son fiancé lui faisait le sacrifice d'un gage amoureux. Puis on se mit à table, où l'on but, mangea même, et le tout fort longuement. Je souffrais pour la mariée de la grosse joie qui éclatait autour d'elle.
Pourtant elle faisait meilleure contenance. Que je ne l'aurais espéré, son embarras n'était ni de la gaucherie ni de l'affection. Peut-être le courage vient-il avec les situations difficiles. Le déjeuner terminé, quand il plut adieu, il était 4 heures, les hommes allèrent se promener dans le parc, qui était magnifique, ou regardèrent danser sur la pelouse du château les paysannes de Puyaric, parées de leurs habits de fête. De la sorte, nous employâmes quelques heures. Cependant, les femmes étaient fort empressées autour de la mariée, qui leur faisait admirer sa corbeille. Puis elle changea de toilette, et je remarquai qu'elle couvrit ses beaux cheveux d'un bonnet et d'un chapeau à plumes. Car les femmes n'ont rien de plus pressé que de prendre, aussitôt qu'elles le peuvent, les parures que leur usage leur défend de porter quand elles sont encore demoiselles. Il était près de 8 heures quand on se disposa à partir pour Île. Mais d'abord eut lieu une scène pathétique. La tante de mademoiselle de Puyaric, qui lui servait de mère, femme très âgée et fort dévote, ne devait point aller avec nous à la ville. Au départ, elle fit à sa nièce un sermon touchant sur ses devoirs d'épouse, duquel sermon résulta un torrent de larmes et des embarras sans fin. Monsieur de Puygarrigue comparait cette scène à l'enlèvement des Sabines. Nous partîmes pourtant, et pendant la route, chacun s'évertua pour distraire la mariée et la faire rire. Mais ce fut en vain. À Île, le souper nous attendait. Et quel souper! Si la grosse joie du matin m'avait choqué, je fus bien davantage équivoque et des plaisanteries dont le marié et la mariée furent l'objet. Le marié, qui avait disparu un instant avant de se mettre à table, était pâle et d'un sérieux de glace. Il buvait à chaque instant du vieux vin de Collioure, presque aussi fort que de l'eau-de-vie. J'étais à côté de lui et me crus obligée de l'avertir. Prenez garde, on dit que le vin... Je ne sais quelle sottise je lui dis pour me mettre à l'unisson des convives. Il me poussa le genou et très bas il me dit: quand on se lèvera de table, que je puisse vous dire 2 mots. Son ton solennel me surprit. Je regardai plus attentivement et je remarquai l'étrange altération de ses traits. C'était très altéré. Vous sentez-vous indisposé, lui demandai-je. Non. Et il se remit à boire. Cependant, au milieu des cris et des battements de mains, un enfant de 11 ans qui s'était glissé sous sa table montrait aux assistants un joli ruban blanc et rose qu'il venait de détacher de la cheville de la mariée. On appelle cela sa jarretière. Elle fut aussitôt coupée par morceaux et distribuée aux jeunes gens qui en ornent leurs boutonnières, suivant un antique sage qui se conserve encore dans quelques familles patriarcales. Ce fut pour la mariée une occasion de rougir jusqu'au blanc des yeux. Mais son trouble fut au comble lorsque monsieur de Péréorade, ayant réclamé le silence, lui chanta quelques vers catalans. Impromptus, disait-il. En voici le sens, si je les ai bien compris. Qu'est-ce que donc, mes amis, le vin que j'ai bu me fit-il voir double? Il y a donc Vénus ici. Le marié tourna brusquement la tête d'un air affairé, qui fit rire tout le monde. Oui, on poursuivit monsieur de Pérourade, il y a 2 Vénus sous mon toit. L'une, je l'ai trouvée dans la terre comme une truffe. L'autre, descendu des cieux, vient de nous partager sa ceinture. Il voulait dire sa jarretière. Mon fils, choisis de la Vénus romaine ou de la catalane, celle que tu préfères. Le maraud prend la catalane et sa part est la meilleure. La romaine est noire, la catalane est blanche, la romaine est froide, la catalane enflammée, tout ce qui s'en rapproche. Cette chute excita un tel
hurrahs, des applaudissements si bruyants, des rires si sonores, que je crus que le plafond allait nous tomber sur la tête. Autour de la table, il n'y avait que 3 visages sérieux, ceux des mariés et le mien. J'avais un grand mal de tête. Et puis, je ne sais pourquoi, un mariage m'attriste toujours. Celui-là en particulier, en outre, me dégoûtait un peu. Les derniers couplets y étaient chantés par l'adjoint du maire et il était fort leste. Je dois le dire, on passa dans le salon pour jouir du départ de la mariée, qui devait être bientôt conduite à sa chambre car il était près de minuit. Monsieur Alphonse me tira dans l'embrasure d'une fenêtre et me dit en détournant les yeux: Vous allez vous moquer de moi, mais je sais que je suis ensorcelée. Le diable m'emporte. La première pensée qui me vint fut qu'il se croyait menacé de quelque malheur de genre, de ce dont parlent Montaigne et Madame de Sévigné, tout l'empire amoureux et plein d'espoir tragique. Je croyais que ces sortes d'accidents n'arrivaient qu'aux gens d'esprit, me dis-je à moi-même. Vous avez trop bu de vin, de Collioure, mon cher Alphonse, lui dis-je, je vous avais prévenu. Oui, peut-être, mais c'est quelque chose de bien plus terrible. Il avait la voix entrecoupée. Je le crus tout à fait ivre. Vous savez bien mon anneau, poursuivit-il après un silence. Eh bien, on l'a pris? Non. En ce cas, vous l'avez? Non, je ne puis l'ôter du doigt de cette diable de Vénus. Bon, vous n'avez pas tiré assez fort. Si, fait, mais la Vénus, elle a serré le doigt. Il me regardait fixement d'un air hagard, s'appuyant à l'espagnolette pour ne pas tomber. Quel conte, lui dis-je. Vous avez trop enfoncé l'anneau. Demain vous l'aurez avec des tenailles, des entrailles, mais prenez garde de gâter la statue. Non, vous dis-je, le doigt de la Vénus est retiré, reployé. Elle serre la main. M'entendez-vous? M'entendez-vous? C'est ma femme, apparemment, puisque je lui ai donné mon anneau. Elle ne veut plus le rendre. J'éprouvai un frisson subit et j'eus un instant la chair de poule. Puis, un grand soupir qui fut m'envoyé, bouffé de vin et toute émotion disparut. Le misérable, pensai-je, est complètement ivre. Vous êtes antiquaire, monsieur, ajouta le marié, d'un ton lamentable. Vous connaissez ces statues-là. Il y a peut-être quelques ressorts, quelques diableries que je ne connais point. Si vous alliez voir, volontiers, dis-je, venez avec moi. Non, j'aime mieux que vous y alliez seul. Je sortis du salon. Le temps avait changé pendant le souper, et la pluie avait commencé à tomber avec force. J'allais demander un parapluie lorsque une réflexion m'arrêta. Je serais un bien grand sot, me dis-je, d'aller vérifier ce que m'a dit un homme ivre. Peut-être a-t-il voulu me faire quelque méchante plaisanterie pour apprêter à rire à ces honnêtes provinciaux. Et le moins qu'il puisse m'en arriver, c'est d'être trempé jusqu'aux os et d'attraper un bon rhume.
De la porte, je jetai un coup d'œil sur la statue ruisselante d'eau et je montai dans ma chambre sans rentrer dans le salon. Je me couchai et le sommeil fut long à venir. Toutes les scènes de la journée se représentaient à mon esprit. Je pensais à cette jeune fille si belle et si pure abandonnée à un ivrogne brutal. Quelle odieuse chose, me disais-je, qu'un mariage de convenance. Un maire revêt une écharpe tricolore, un curé une étole, et voilà la plus honnête fille du monde livrée au Minotaure. Deux êtres qui s'aiment, qui ne s'aiment pas. Que peuvent-ils se dire dans un pareil moment que deux amants achetèrent au prix de leur existence? Une femme peut-elle aimer un homme qu'elle aura vu grossier une fois? Les premières impressions ne s'effacent pas, et j'en suis sûre. Ce monsieur Alphonse méritera bien d'être haï. Durant mon monologue, que j'abrège beaucoup, j'avais entendu forces allées et venues dans la maison, les portes s'ouvrir et se fermer, des voitures partir. Puis il me semblait avoir entendu, sur l'escalier, des pas légers de plusieurs femmes se dirigeant vers l'extrémité du corridor opposé à ma chambre. C'était probablement le cortège de la mariée qu'on menait au lit. Ensuite, on avait redescendu l'escalier. La porte de madame de Péréorade s'était fermée. Quand cette pauvre fille, me dis-je, doit être troublée et mal à son aise, je me tournai dans mon lit de mauvaise humeur. Un garçon joue un sot rôle dans une maison où s'accomplit un mariage. Le silence régnait depuis quelque temps, lorsqu'il fut troublé par des pas lourds qui montaient l'escalier. Bam! 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 Les marches de bois craquaient fortement. Quel butor, m'écriai-je. Je parie qu'il va tomber dans l'escalier. Tout redevint calme, tranquille. Je pris un livre pour changer le cours de mes idées. C'était une statistique du département, ornée d'un mémoire de M. de Péréorade sur les monuments druidiques de l'arrondissement de Prades. Je m'assoupis à la 3e page. Je dormis mal et me réveillai plusieurs fois. Il pouvait être 5 heures du matin et j'étais éveillée depuis 20 minutes lorsque le coq chanta. Le jour allait se lever. Alors, j'entendis distinctement les mêmes pas lourds. Le même craquement de l'escalier que j'avais entendu avant de m'endormir. Cela me parut singulier. J'essayais en bâillant de deviner pourquoi M. Alphonse se levait si tôt. Je n'imaginais rien de vraisemblable. J'allais refermer les yeux lorsque mon attention fut de nouveau excitée par des trépignements étranges auxquels se mêlèrent bientôt le tintement de sonnettes. Ting, 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 et le bruit de porte qui s'ouvrait avec fracas. Puis je distinguai des cires confus.
Mon ivrogne aura mis le feu quelque part, pensai-je en sautant à bas de mon lit. Je m'habillai rapidement et j'entrai dans le corridor. De l'extrémité opposée partaient des cris et des lamentations et une voix déchirante dominait toutes les autres. Mon fils! Mon fils! Il était évident qu'un malheur était arrivé à monsieur Alphonse. Je courus à la chambre nuptiale. Elle était pleine de monde. Le premier spectacle qui frappa ma vue fut le jeune homme à demi vêtu étendu en travers sur le chemin dont le bois était brisé. Il était livide, sans mouvement. Sa mère pleurait et criait à côté de lui. Monsieur de Péréorade s'agitait, lui frottait les tempes avec de l'eau de Cologne, ou lui mettait des sels sous le nez. Hélas, depuis longtemps son fils était mort. Son canapé, à l'autre bout de la chambre, il y avait la mariée, en proie à d'horribles convulsions. Convulsions! Elle poussait des cris inarticulés et de robustes servantes avaient toutes les peines du monde à la contenir. Mon Dieu, m'écriai-je, qu'est-il donc arrivé? Je m'approchai du lit et je soulevai le corps du malheureux jeune homme. Il était déjà roide et froid. Ses dents serrées et sa figure noircie exprimaient les plus affreuses angoisses. Il paraissait, avec sa mort, avait été violente et son agonie terrible. Nulle trace de sang cependant sur ses habits. J'écartai sa chemise et je vis sur sa poitrine une empreinte livide qui se prolongeait sur les côtes et le dos. On eût dit qu'il avait été étreint dans un cercle de fer. Mon pied posa sur quelque chose de dur qui se trouvait sur le tapis. Je me baissai et je vis la bague de diamant. J'entraînai monsieur de Péréorade et sa femme dans leur chambre, puis je fis porter la mariée. Vous avez encore une fille, leur dis-je. Vous lui devez vos soins. Alors, je les laissai seuls. Il ne me paraissait pas douteux que monsieur Alphonse n'eût été victime d'un assassinat dont les auteurs avaient moyen de s'introduire la nuit dans la chambre de la mariée. Ces meurtrissures à la poitrine, leur direction, leur circulaire m'embarrassaient beaucoup. Pourtant, car un bâton ou une barre de fer n'auraient pu les produire. C'était tout d'un coup, je me souvins d'avoir entendu dire qu'à Valence, des braves se servaient de longs sacs de cuir remplis de sacs fins pour assommer les gens dont on leur avait payé la mort. Aussitôt, je me rappelai le mutelier aragonais et sa menace. Toutefois, j'osais à peine penser qu'il eût une si terrible vengeance d'une plaisanterie légère. J'allai dans la maison, cherchant partout des traces d'effraction et n'en trouvai nulle part. Je descendis dans le jardin et pour voir si les assassins avaient pu s'introduire de ce côté, mais je ne trouvai aucun indice. La pluie de la veille avait certainement tellement détrempé le sol qu'il aurait pu garder d'empreintes bien nettes. J'observai pourtant quelques pas profondément imprimés dans la terre. Il y en avait dans deux directions, mais sur une même ligne. Partant de l'angle de la haie contiguë au jeu de paume et aboutissant à la porte de la maison, ce pouvaient être les pas de monsieur Alphonse lorsqu'il était allé chercher son anneau au doigt de la statue. D'un autre côté, la haie, en cet endroit, était moins fourrée qu'ailleurs. Ce dut être sur ce point que les meurtriers l'auraient franchi, passant et repassant devant la statue. Je m'arrêtai un instant pour la considérer. Cette fois, je l'avouerai,
Je ne pus contempler sans effroi son expression de méchanceté ironique, et la tête toute pleine des scènes horribles dont je venais d'être le témoin. Il me sembla voir une divinité infernale applaudissant un malheur qui frappait cette maison. Je regagnai ma chambre et j'y restai jusqu'à midi. Alors je sortis et je demandai les nouvelles de mes hôtes. Ils étaient un peu plus calmes. Mademoiselle de Puy-Garrigue, je devais dire la veuve de monsieur Alphonse, avait repris connaissance. Elle avait même parlé au procureur du roi de Perpignan. Alors on tournait à Île, et ce magistrat avait reçu sa déposition. Il me demanda la mienne. Je lui dis ce que je savais et ne lui cachai pas mes soupçons contre le muletier aragonais. Il ordonna qu'il fût arrêté sur le champ. Avez-vous appris quelque chose de madame Alphonse demandai-je au procureur du roi, lorsque ma déposition fut faite, écrite et signée. Cette malheureuse jeune personne est devenue folle, me dit-il, en souriant tristement. Folle, tout à fait folle. Voici ce qu'elle compte. Elle était couchée, dit-elle, depuis quelques minutes, les rideaux tirés, lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit, et quelqu'un entra. Alors madame Alphonse était dans la ruelle du lit, la figure tournée vers la muraille. Elle ne fit pas un mouvement, persuadée que c'était son mari. Au bout d'un instant, le lit cria comme si il était chargé d'un poids énorme. Elle eut grand-peur, mais n'osa pas tourner la tête. 5 minutes, 10 minutes, peut-être. Elle ne peut se rendre compte du temps. Se passèrent de la sorte. Puis, elle fit un mouvement involontaire, ou bien la personne qui était dans le lit en fit un, et elle sentit le contact de quelque chose de froid, comme la glace. Ce sont ses expressions. Elle s'enfonça dans la ruelle, troublant de tous ses membres. Peu après, la porte s'ouvrit une seconde fois, et quelqu'un entra qui dit « Bonsoir, ma petite femme ». Bientôt, après on tira les rideaux, on entendit un cri étouffé. La personne qui était dans le lit, à côté d'elle, se leva sur son séant et parut étendre les bras en avant. Elle tourna la tête alors et vit, dit-elle, son mari à genoux, auprès du lit, la tête à la hauteur de l'oreiller, entre les bras d'une espèce de géant verdâtre qui l'étreignit avec force. Elle dit et m'a répété 20 fois, pauvre femme. Elle dit qu'elle a reconnu, devinez quoi? La Vénus de bronze, la statue de monsieur de Péréhourade. Depuis qu'elle est dans le pays, tout le monde en rêve. Mais je reprends le récit de la malheureuse folle. À ce spectacle, elle perdit connaissance, et probablement, depuis quelques instants, elle avait perdu la raison. Elle ne peut en aucune façon dire combien de temps elle demeura évanouie. Revenue à elle, elle revit le fantôme ou la statue, comme elle dit, toujours immobile, les jambes et le bras du corps dans le lit, le buste et les bras étendus haut en avant, et entre ses bras, son mari, sans mouvement. Un coq chanta. Alors la statue sortit du lit, laissa tomber le cadavre et sortit. Madame Alphonse se pendit à la sonnette. Ding, ding, ding. Et vous savez le reste. On amena l'Espagnol. Il était calme et se défendit avec beaucoup de sang-froid et de présence d'esprit. Du reste, il ne nia pas le propos que j'avais entendu.
mais il l'expliquait, prétendant qu'il n'avait voulu dire autre chose, sinon que le lendemain, reposé qu'il serait, il aurait gagné une partie de jeu de paume à son vainqueur. Je me rappelle qu'il ajouta: un Aragonais, lorsqu'il est outragé, n'attend pas au lendemain pour se venger. Si j'avais cru que M. Alphonse eût voulu m'insulter, lui aurais-je sur le champ donné de mon couteau dans le ventre. On compara ses souliers avec les empreintes de pas dans le jardin. Ses souliers étaient beaucoup plus grands. Enfin, l'hôtelier, chez qui cet homme était logé, assura qu'il avait passé toute la nuit à frotter et à médicamenter un de ses mulets qui était malade. D'ailleurs, cet Aragonais était un homme bien famé, fort connu dans le pays, où il venait tous les ans pour son commerce. On le relâcha, donc, en lui faisant des excuses. J'oubliais la déposition d'un domestique qui, le dernier, avait vu M. Alphonse vivant. C'était au moment où il allait monter chez sa femme et, appelant cet homme, il lui demanda d'un air d'inquiétude s'il savait où j'étais. Le domestique répondit qu'il ne m'avait pas point vu. Alors M. Alphonse fit un soupir et resta plus d'une minute sans parler, puis il dit: allons, le diable l'aura emporté aussi. Je demandai à cet homme si M. Alphonse avait sa bague de diamants. Lorsqu'il lui parla, le domestique hésita pour répondre. Enfin, il dit qu'il ne le croyait pas, qu'il n'y avait pas fait en aucune attention. S'il avait eu cette bague au doigt, ajouta-t-il en surprenant, je l'aurais sans aucun doute remarqué, car je croyais qu'il l'avait donnée à Madame Alphonse. En questionnant mon homme, je ressentais un peu la peur, la terreur superstitieuse que la déposition de Madame Alphonse avait répandue dans toute la maison. Le procureur de roi me regarda en souriant, et je me gardai bien d'insister. Quelques heures après les funérailles de M. Alphonse, je me disposais à quitter Île. La voiture de M. Péréorade devait me conduire à Perpignan. Malgré son état de faiblesse, le pauvre vieillard voulut m'accompagner jusqu'à la voiture, la porte de son jardin. Nous le traversâmes en silence, lui se traînant à peine, appuyé sur mon bras. Au moment de nous séparer, je jetai un dernier regard sur la Vénus. Je voyais bien que mon hôte, quoiqu'il ne partageât point les terreurs et les haines qu'elle inspirait à une partie de sa famille, voudrait se défaire d'un objet qui lui rappelait sans cesse un malheur affreux. Mon intention était de l'engager à la place dans un musée. J'hésitais pour entrer en matière quand M. de Pérorat tourna machinalement la tête de côté, où il me voyait fixement. Il aperçut la statue et aussitôt fondit en larmes. Je l'embrassai et, sans oser lui dire un seul mot, je montai dans la voiture. Depuis mon départ, je n'ai point appris quelques jours nouveaux soient venus éclairer cette mystérieuse catastrophe. Monsieur de Péréorade mourut quelques mois après son fils. Par son testament, il m'a légué ses manuscrits que je publierai peut-être un jour. Je n'y ai point trouvé le mémoire relatif aux inscriptions de la Vénus. PS. Mon ami Monsieur de P vient de m'écrire que la statue n'existe plus. Après la mort de son mari, le premier soin de Madame de Péréorade fut de la faire fondre en cloche. Et sous cette nouvelle forme, elle sert à l'église d'Île. Mais, ajoute Monsieur de P, il semble qu'un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent ce bronze. Depuis que cette cloche sonne à Île, les vignes ont gelé 2 fois. 1837.